Eh bien, bonjour. Cette vidéo est enregistrée quelques jours avant l'université d'automne du Pardem qui se tient à Paris entre le 8 et le 9 novembre 2025. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'avoir avec nous Olivier Fraud, qui est docteur en droit, militaire, retraité, ex-commissaire, colonel et qui a servi notamment en Yougoslavie et qui est par ailleurs aujourd'hui signataire de la résolution citoyenne. L'université d'automne du Pardenne consacre une part importante de sa session sur la question de la guerre, et on pourrait dire les guerres. Et nous avons souhaité revenir sur la guerre de Yougoslavie qui finalement aujourd'hui, plusieurs années après, est peu connue. Et rappelons au passage que l'Union européenne, quand elle s'est constituée, euh, se voulait le porte-étendard de la paix. Et quelques années plus tard, il y avait déjà cette guerre en Yougoslavie, c'est-à-dire en Europe. Olivier, encore une fois, merci. Ben, c'est à vous. Bonjour Michel, bonjour mesdames, messieurs. Merci Michel de m'avoir invité et de me faire l'honneur de me donner la parole. Donc effectivement, comme vous l'avez présenté, je suis un ancien militaire. J'ai passé 25 ans dans l'armée, essentiellement en tant qu'officier. Dans une première partie de carrière, j'étais dans des troupes très opérationnelles et j'ai eu l'occasion de faire plusieurs missions en Afrique et j'ai également connu Berlin-Est à la grande époque. Dans ma deuxième partie de carrière, j'avais des fonctions en tant qu'officier supérieur dans la logistique et je suis allé en ex-Yougoslavie entre 1995 et 1999. Chaque année, j'étais une partie de l'année là-bas. Donc, ce qui m'a donné une certaine expérience du terrain et des situations de guerre que j'ai pu rencontrer là-bas. Euh, d'où mon intérêt pour la question. Alors, nous allons démarrer tout de suite. Donc, le titre que j'ai prévu pour cette intervention, c'est La Yougoslavie poudrière des Balkans, point d'interrogation. Alors, le point d'interrogation est peut-être non nécessaire. Vous allez voir qu'il y a, si on examine l'histoire dans la longue période, il y a beaucoup de points communs avec des choses qui se passent encore aujourd'hui. Et la question des Balkans et de la Yougoslavie n'est, je pense, hélas, pas vraiment réglée. Alors, la Yougoslavie, c'est le pays des Slaves du Sud. C'est ce que ça veut dire, Yougoslavie. Dans l'histoire longue, on constate que cette région de l'Europe est au carrefour de trois mondes: le monde germanique au nord, le monde slave à l'est et le monde sud, le monde turc au sud, pour faire simple. Et je dirais grec un peu aussi. Alors ce sont un peu comme des plaques tectoniques qui se heurtent régulièrement et provoquent des éruptions volcaniques. Nous allons procéder de la façon suivante. On va d'abord parler de l'histoire longue avec justement ce carrefour des trois mondes. Puis, j'aborderai la question des deux guerres mondiales et la création et la transformation de la Yougoslavie. Et puis, plus récent, il y a une trentaine d'années, les guerres d'ex-Yougoslavie, celles auxquelles j'ai participé. Et puis, une question à la fin sur aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Alors, tout d'abord, voyons la carte. Rien de tel que les cartes pour comprendre un peu. Vous voyez que on se situe au sud de l'Europe, on a l'Italie juste à côté, donc l'Italie ici. Et là, toute la péninsule balkanique, c'est ça, avec la Grèce au sud. Et là, on va avoir la Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Serbie, Kosovo, Albanie, Macédoine, mais aussi Bulgarie, Roumanie, Moldavie, des noms que l'on entend régulièrement actuellement. L'implantation civilisationnelle est très ancienne, puisqu'on a des traces de l'Empire romain là-bas. Vous voyez par exemple la photo qui est au milieu, c'est le palais de Dioclétien à Split. Split, c'est sur la côte, c'est à peu près à la hauteur du haut de Monténégro, là.
split. Ce palais de Dioclétien, c'est absolument magnifique et la photo que vous voyez là, bah, c'est une photo à l'heure actuelle, hein. Donc c'est en très très bon état. Au Moyen Âge, il s'est passé beaucoup de choses aussi. On a eu les empires austro-hongrois et les empires turcs qui se sont régulièrement, qui ont fait des mouvements de va-et-vient. Et puis en 1912, chose intéressante, les guerres balkaniques. Peut-être vous n'avez jamais entendu parler de ces guerres balkaniques, qui pourtant ont lieu en 1912-1913, juste avant la Première Guerre mondiale. Alors, voyons une carte un peu plus grande, à l'époque plus ancienne. La carte de gauche représente la péninsule balkanique face à l'Empire turc. Alors, l'Empire turc, au XIXe siècle, c'est tout ce qui est entouré par le trait vert. Donc, on a la Turquie elle-même en vert, mais vous avez en vert clair la région de Smyrne qui était grecque, la Thrace orientale qui était grecque, et puis la Bulgarie qui était dans l'Empire turc, une partie de la Roumanie aussi, la Serbie et la Bosnie étaient dans l'Empire turc, la Macédoine et l'Albanie bien entendu, la Grèce également, mais aussi toute l'Afrique du Nord, l'Égypte, et puis Syrie, Irak, Palestine. Donc, on voit des échos de choses qui se produisent aujourd'hui dans les conflits actuels, que ce soit les conflits actuels et récents, Syrie, Irak, Palestine, ou plus au nord, bah, Ukraine, et il y a 30 ans, Yougoslavie. Alors, petit point, là, vous voyez des dates, 1878, 1908, 1878. En fait, il y a eu en 1876 des combats entre les Turcs et les Serbes, et les Serbes ont gagné en 1878. Il y a eu une insurrection bulgare en 1876 qui a été réprimée par les Turcs. Une guerre russo-turque en 1877-1878, guerre qui a été gagnée par les Russes. Les Russes avaient la volonté de libérer les peuples chrétiens des Balkans, mais se sont heurtés à l'hostilité des Britanniques et des Austro-Hongrois. Comme vous voyez, il y a quand même des constantes. Et une médiation de Bismarck qui avait pour ambition de maintenir la paix dans la région et d'isoler la France, ce qui a entraîné comme conséquence un rapprochement de la France et de la Russie. Alors les frontières se sont un peu figées en 1878 et vous voyez que là, si on voit sur la carte de droite, après le congrès de Berlin, on voit les traces des nouvelles frontières. La Serbie a réussi à s'extraire de de l'Empire turc, la Bulgarie et la Roumanie également. En revanche, le Monténégro y est toujours, et la Bosnie-Herzégovine est occupée par l'Autriche à ce moment-là. Alors, en Bosnie-Herzégovine, on a des Bosniaques, des Croates et des Serbes, et la Bosnie ayant longtemps été occupée par les Turcs, les non-musulmans n'avaient pas accès à l'administration. Donc de nombreuses personnes, de nombreux habitants de Bosnie-Herzégovine, d'origine serbe ou croate, se sont convertis à l'islam pour obtenir des postes dans l'administration impériale turque. De l'autre côté, vous voyez cette frontière en forme de croissant. Du reste, Croatie, ça veut dire croissant. Euh, Ce sont les kraïnas. Les kraïnas, ce sont les marches. C'était les marches de l'Empire austro-hongrois. Et ces kraïnas, des Serbes de Bosnie, refusant de se convertir à l'islam, se sont réfugiés dans l'Empire austro-hongrois, dans cette partie-là, cette partie des kraïnas. Et l'empereur d'Autriche leur a offert des terres gratuites en échange de quoi? Alors ces terres, ils en étaient propriétaires, ils pouvaient les exploiter et en tirer tous les biens en franchise d'impôts, ils n'étaient pas imposés, mais en contrepartie, ils devaient être armés et à chaque fois que l'Empire turc poussait, c'était eux qui devaient défendre la frontière. Donc c'était un genre d'armée privée de l'Empire austro-hongrois pour protéger sa frontière sud. Alors les fameuses guerres balkaniques. En 1912, se constitue une ligue balkanique qui comportait la Serbie, la Bulgarie, la Grèce et le Monténégro, avec le soutien de la Russie. Et cette ligue balkanique déclare la guerre à la Turquie. Elle gagne cette guerre, et en 1913, il y a un traité qui est signé à Londres,
qui sanctionne la victoire de la Ligue balkanique, mais les différents acteurs de la Ligue en question ne sont pas d'accord entre eux, notamment la Serbie et la Bulgarie, concernant le partage de la Macédoine, qui s'appelle Macédoine du Nord aujourd'hui, puisque la Macédoine du Sud est en Grèce. Donc, suite à ces différends entre la Serbie et la Bulgarie, il y a une reprise du conflit, mais cette fois-ci entre les Serbes et les Bulgares, et qui se traduit par une défaite des Bulgares, avec un nouveau partage des territoires, qui va consacrer l'indépendance de l'Albanie et le partage de la Macédoine entre la Serbie, la Grèce, la Bulgarie et l'Albanie. Donc vous voyez déjà, ce sont des territoires qui sont assez instables et qui vont changer de main régulièrement, comme ce que l'on peut trouver en Europe de l'Est avec l'Ukraine aujourd'hui. Alors ces trois cartes-là vous montrent l'évolution des territoires entre 1878, 1914 et puis 1920, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc ce qui va me permettre de parler de la Première Guerre mondiale. Alors je passerai sur le déclenchement de la Première Guerre mondiale avec l'attentat du pont de Sarajevo où un terroriste croate a assassiné l'archiduc François Ferdinand qui je crois était le prince héritier d'Autriche, mais ça n'est pas le seul motif du déclenchement de la guerre. Et du reste, les alliances automatiques ont enclenché une machine infernale de guerre systématique à ce moment-là. Mais on pourrait faire un exposé entier uniquement sur ce thème, c'est pour ça que je préfère passer maintenant. Vous regardez sur la carte du centre et on retrouve beaucoup d'éléments intéressants à l'aune de ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez la Bulgarie, la Roumanie, l'Empire russe ici. L'Empire russe ici, bah, c'est la Moldavie d'abord, et puis c'est l'Ukraine derrière aujourd'hui. Et là, c'est la mer Noire à l'est. Donc en 1914, on a donc la Hongrie, l'Autriche qui est en plusieurs morceaux, mais c'est toujours l'Autriche-Hongrie, hein. C'est le royaume de Hongrie et le royaume d'Autriche qui sont en empire d'Autriche-Hongrie. Les Krajina sont dans l'empire d'Autriche-Hongrie, une partie autrichienne, une partie hongroise. La Bosnie qui est là, la Serbie qui est indépendante, le Monténégro tout petit, l'Albanie et la Grèce. Alors pendant la Première Guerre mondiale, qui sont les belligérants? Eh bien d'un côté, on a les empires centraux avec leurs alliés. Alors, les empires centraux, qui est-ce? C'est le Reich allemand, l'Autriche-Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie. Non, pardon, pas la Roumanie, la Bulgarie, l'Autriche-Hongrie, la Bulgarie et le Reich allemand. Et côté allié, on a l'Empire russe, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie qui rejoint en 1915 parce que l'Italie a un certain nombre d'ambitions, notamment, si vous voyez ma souris là, cette excroissance qui est entre l'Italie et actuellement le sud de l'Autriche-Hongrie, cette presqu'île, c'est la presqu'île de l'Istrie, avec dans le creux la ville de Trieste et dans l'autre creux la ville de Fiume. Et l'Italie veut récupérer l'Istrie et Trieste parce que, il y a une population mixte. Il y a des Slovènes et il y a également des Italiens qui habitent à cet endroit-là. Et les Italiens, obtenant des assurances des Alliés en 1915, passent du côté allié et vont donc faire la guerre jusqu'en 1918 avec les Alliés. Le Portugal, la Roumanie et la Serbie et le Monténégro sont du côté des Alliés. Donc la Serbie était côté occidental, entre guillemets, pendant la Première Guerre mondiale contre les empires centraux. Elle était coincée entre la Bulgarie et l'Autriche-Hongrie. Et du reste, l'armée française est allée à leur secours, puisque nous avons eu l'épisode de l'armée d'Orient qui est arrivée par les Dardanelles et qui est remontée à travers la Grèce et la Serbie, s'est battue contre les Bulgares, est remontée en Autriche et elle était conduite par le général puis maréchal Franchet d'Espéret, qui est monté jusqu'à quasiment à la frontière allemande. Le général Franchet d'Espéret avait demandé au gouvernement français l'autorisation de poursuivre en disant: «J'ai plus personne devant moi, je peux aller jusqu'à Berlin». Et sur intervention des Anglais, Clémenceau a arrêté la poussée de Franchet d'Espéret qui était prêt à aller jusqu'à Berlin. Donc voilà de quoi est faite l'histoire. Et l'armée d'Orient a donc combattu avec les Serbes contre les Bulgares et contre les Austro-Hongrois.
Et du reste, quand j'étais en Macédoine du Nord, je suis passé à un endroit qui s'appelle Bitola, qui s'appelait Monastir auparavant, et dans lequel j'ai vu un cimetière français, qui était un cimetière militaire français, qui était gardé par un vieux macédonien, en fait, je dirais un Serbe, hein, orthodoxe, qui nous a offert un coup de slivovica, c'est-à-dire de schnapps, à 9 heures du matin. Bon, c'était un peu difficile, mais euh, donc on était vraiment sur les traces de la grande histoire. Alors, lors des traités qui ont suivi la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles a traité le sort de l'Allemagne. Le traité de Saint-Germain et de Trianon ont traité le sort de l'Autriche-Hongrie. Et le traité de Sèvres puis Lausanne ont traité le sort de l'Empire ottoman. Et suite à ces traités, a été créé le royaume de Yougoslavie. Et le royaume de Yougoslavie a intégré au profit de la Serbie, puisqu'en fait le roi de Serbie est devenu roi de Yougoslavie, euh, a récupéré la Voïvodine au nord, qui était prise sur la Hongrie, la Bosnie, la Croatie et la Slovénie, qui étaient prises euh, la, sur l'Autriche, le Monténégro. Alors, par contre, l'Albanie est restée indépendante. Et là, on a eu donc ce fameux royaume de la Yougoslavie qui a été créé en 1920. Alors, on pourrait penser que l'affaire était réglée, mais non, en fait, les nationalités étaient toujours là et ça n'a pas réglé la question. Et du reste, la Croatie a commencé à bouger et s'est lancée dans l'activité terroriste. Et le terrorisme croate a trouvé son acmé en 1934 avec l'assassinat à Marseille du roi Alexandre de Yougoslavie et du ministre des Affaires étrangères français Louis Barthou. La Yougoslavie le roi de Yougoslavie étant tué, son fils Pierre était un petit garçon qui avait une dizaine d'années, donc qui avait 12 ans, je crois, en 1934. Il était trop jeune pour régner, donc le frère du roi, Paul, a pris la régence et le régent Paul s'est rapproché de l'Allemagne. On peut trouver des photos du régent Paul qui est en visite dans l'Allemagne de Hitler en 1938. Et il y a une quasi-alliance qui se fait entre la Yougoslavie et le Reich. En mars 1941, un coup d'État est organisé à Belgrade qui dépose le régent Paul et qui met sur le trône le jeune Pierre. Et ce coup d'État remet en cause le rapprochement avec l'Allemagne et, à l'inverse, se rapproche de l'URSS. Donc, voyant ce problème, les Allemands, les Italiens étant eux-mêmes à la peine dans l'invasion de la Grèce, les Allemands décident, en avril 1941, d'envahir la Yougoslavie et de l'occuper. Donc, la Yougoslavie est envahie en avril 1941. C'est une campagne facile qui va se dérouler en une dizaine de jours. J'avais même lu une histoire d'un lieutenant allemand d'une unité de reconnaissance qui a pris Belgrade à lui tout seul. Il est arrivé avec ses deux automitrailleuses et ses trois motos. Il est arrivé au siège du gouvernement et il a vu un fonctionnaire qui était là. Il a dit, bah, écoutez, Belgrade est encerclé. Si vous vous rendez tout de suite, sinon j'alerte l'artillerie et on va vous tirer dessus et vous serez détruits. Et ils se sont rendus comme ça. Donc ça a semblé facile, mais en fait les problèmes ont commencé très vite, je vais y revenir tout de suite. Alors à ce moment-là, suite à l'invasion de la Yougoslavie, celle-ci est démantelée par les Allemands. Elle va être occupée par les Allemands, les Italiens et les Bulgares par morceaux. Et ils vont proclamer l'État croate. Alors cet État croate qui avait existé aux alentours de l'an 1000, du temps du roi Tomislav Ier. Vous avez vu précédemment, j'ai mis une diapo où il y avait une statue. On pourrait y revenir. Voilà. Vous voyez la statue du roi Tomislav qui est sur la place principale de Zagreb. Et Tomislav Ier a été le roi de Croatie au Xe siècle. Donc je reviens là, proclamation de l'État croate, les fameux Ustashi, avec leur chef Ante Pavelić, qui était un fasciste croate. Et cet État croate, en fait, est un État satellite du Reich, qui a une pseudo-indépendance.
mais qui va fournir des troupes qui vont aller sur le front de l'Est en URSS et qui vont participer aussi à la répression de la résistance locale, puisque la résistance armée se fait jour très très vite et va devenir très virulente et très dangereuse. Les Allemands vont avoir énormément de mal sur tout le territoire yougoslave pendant toute la durée de la guerre, qui va mobiliser de nombreuses troupes. Alors, du côté de la résistance, on a qui? On a les Tchétniks et les partisanes. Alors là, si vous voulez, je vous montre la, sur la carte de gauche, vous avez l'invasion des Balkans en avril 1941. Bon, c'est tombé de tous les côtés, hein, puisque ils sont arrivés de l'Autriche, de la Hongrie, de la Roumanie, de la Bulgarie, et ils sont allés jusqu'en Crète. Euh, et ça donne la carte de droite avec la répartition de l'occupation. Les Allemands étaient plutôt dans la partie Slovénie et un peu Croatie. Les Italiens étaient en Croatie et en Bosnie, et les Bulgares euh, avaient le Monténégro, la Macédoine. Alors côté partisans, on avait Tito avec les partisans communistes, des Croates et des Serbes. Tito lui-même était un Croate. Mihailovic, qu'on voit au milieu avec une grande barbe, c'était des partisans loyalistes monarchistes qui étaient essentiellement des Serbes orthodoxes. Et à droite, des Croates et Bosniaques qui ont fourni deux divisions à la Waffen-SS, la division Handschar Kroatisch qu'on voit là, qui avait comme particularité d'avoir une coiffure à la mode turque, un fez avec dessus l'aigle et puis la tête de mort des SS. Donc ces trois factions se sont livrées des combats absolument impitoyables et d'une grande cruauté. C'était une période assez épouvantable. En 1945, défaite du Reich, donc disparition de l'éphémère Croatie, et renaissance de la Yougoslavie, mais cette fois-ci plus sous forme d'un royaume et sous forme d'une république fédérative, sous la domination de Tito et des anciens partisans. Les monarchistes techniques ayant été abandonnés par les Anglais. Finalement, c'est Tito qui va prendre le dessus. Et Tito est communiste, mais dès 1948, il va rompre avec Staline et enclencher ce qu'on avait appelé la troisième voie. En 1945, il se rapproche de Khrouchtchev, mais pendant toute la guerre froide, ça va être la Yougoslavie va prendre la tête de ce qu'on appelle le mouvement des non-alignés et va mettre en place des systèmes un peu particuliers, différents de ce qui se passait dans le bloc communiste, avec notamment l'autogestion. En 1980, en 1980, c'est la mort de Tito. Donc, mort de Tito, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le système continue, mais les nationalismes commencent à se réveiller. Déjà en 1974, il y avait eu des poussées nationalistes qui avaient conduit le régime à octroyer une autonomie locale aux républiques fédérées. En 1981, de premières émeutes éclatent au Kosovo. Alors le Kosovo, il faut savoir que c'est une province de la Serbie. C'est une province qui a une grande importance sur le plan historique, puisque en 1389, au XIVe siècle, il y a eu une bataille très importante entre les Serbes et les Turcs, bataille perdue par les Serbes, mais qui a été en fait une bataille fondatrice dans la mentalité collective des Serbes et dans leur nationalisme. Euh, et cette bataille du Champ des Merles, donc dans cette province serbe, est très importante pour leur mémoire, mais sur le plan des populations, les populations présentes sur le territoire du Kosovo sont majoritairement, très majoritairement, d'origine albanaise, donc chrétienne ou musulmane, et de l'autre côté, la minorité est serbe orthodoxe. Donc en 1981, il y a eu des émeutes dans des mines du Kosovo, des émeutes qui sont lancées par des Albanais, bon, émeutes réprimées. En 87-89, ça recommence, répression de nouveau.
Et en 1990, ben, en fait, ça part dans tous les sens parce qu'il n'y a plus que il y a pas seulement le Kosovo, mais il y a aussi les Slovènes qui, lors d'un comité central du Parti communiste yougoslave, décident de quitter le PC yougoslave. Donc les Slovènes font sécession, mais du PC seulement. C'est le début de la fin. En 1990, les partis nationalistes gagnent aux élections dans les différentes parties de la Yougoslavie. C'est le début de l'éclatement. En 1991, l'Allemagne pousse les Européens à reconnaître l'indépendance de la Slovénie et de la Croatie, parce qu'il y a eu des référendums fin 90 et une sécession qui a été décidée en juin 91 par la Slovénie et la Croatie. Mais ils ont décidé tout seuls de sortir de la Yougoslavie et il n'y a pas de reconnaissance internationale. Mais l'Allemagne pousse à une reconnaissance internationale et va spontanément le faire. En 1992, un vote est organisé en Yougoslavie et le vote séparatiste obtient une énorme majorité parce que les Serbes ont boycotté le vote et bah, les autres, les Slovènes et les Croates, ont voté pour le séparatisme. Donc en 1992, la séparation de la Slovénie et de la Croatie est actée. Et la guerre va commencer puisque l'armée yougoslave va arriver en Croatie et en Slovénie pour réprimer la sécession et essayer de maintenir la cohésion du territoire yougoslave. Alors, les hommes clés de la dislocation de la Yougoslavie en plusieurs entités, ce sont principalement trois personnes dont on a beaucoup parlé dans les médias à l'époque. En Croatie, c'était Franjo Tudjman. Alors, Franjo Tudjman était un ancien général de l'armée yougoslave. Il avait combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale dans les partisans aux côtés de Tito, mais il s'était séparé de Tito dans les années 60-70. Il avait même été emprisonné par Tito. En Slovénie, c'était Milan Kučan. Milan Kučan, c'était le secrétaire général du Parti communiste slovène, donc un apparatchik local. Et en Serbie, Slobodan Milosevic, qui était le secrétaire général du Parti communiste de Serbie et qui a été Premier ministre serbe après. Donc ces trois personnes vont chacun être les nouveaux dirigeants de chaque entité. Donc Tudjman était le président croate, Kučan le président slovène et Milosevic le président serbe. Alors si on regarde les différentes cartes, on voit sur la carte de gauche la séparation des différentes entités yougoslaves en plusieurs. Donc on a la Slovénie, capitale Ljubljana, la Croatie. Alors vous voyez que là, l'Istrie est yougoslave, a été redevenue yougoslave en 1945. Trieste est restée italienne, mais l'Istrie est redevenue yougoslave. Et la ville de Fiume est devenue Rijeka. Aujourd'hui, c'est toujours Rijeka. Donc la Croatie, capitale Zagreb, la Bosnie-Herzégovine, capitale Sarajevo, le Monténégro, Titograd, et la Serbie avec Belgrade. La Macédoine, Skopje, étant un territoire euh, indépendant également. Alors, pendant les guerres de Yougoslavie qui démarrent en 1992, on a l'ONU qui est censée faire du maintien de la paix de 1992 à 1995, et ça se passe très très mal. Il y a de nombreux massacres. C'est un échec total. Le pays est en proie à une anarchie complète, c'est-à-dire que les unités de l'armée yougoslave, en fait, selon leur composition je dirais, ethnico-culturelles sont retournées à leurs origines, c'est-à-dire que les Croates avec les Croates, les Serbes avec les Serbes. Il y a de nombreux seigneurs de guerre sur le territoire. Euh, Notamment, il y avait la Bosnie-Herzégovine est particulièrement touchée par cette anarchie constante et ces seigneurs de guerre. Il y avait une unité qui s'appelait les Tigres d'Arkane. Arkane, c'était un seigneur de guerre local qui se baladait avec un tigre en laisse. Donc, vous voyez un peu, et là, on retrouve une situation un peu comme ce qu'on avait eu pendant la Deuxième Guerre mondiale,
avec les mêmes factions qui reviennent. Et côté croate, il y avait des vrais nazis, hein. J'ai vu des croix gammées sur des véhicules là-bas. Ça se termine avec les accords de Dayton. Les accords de Dayton en 1995, signés donc aux États-Unis, vont prévoir une relève de l'ONU par l'OTAN et une mise en place de l'OTAN sur le territoire avec des règles d'engagement différentes. Les règles d'engagement de l'ONU, c'était très compliqué parce ils avaient pas le droit de s'engager. Et si l'ouverture du feu, il fallait demander l'autorisation à New York. Alors, quand vous êtes sur le terrain et qu'on vous tire dessus et que vous ne devez répondre que par la légitime défense et que vous avez des bureaucrates qui sont là pour vous scruter a posteriori du fond de leur fauteuil, c'est un peu compliqué. Par contre, avec l'OTAN, les règles d'engagement étaient plus claires. Alors, la phase de l'OTAN va démarrer en 1995, en fait, avec une mise en place l'hiver 1995, début décembre, par l'IFOR, Implementation Force, qui s'implante sur tout le territoire Croatie-Bosnie. Cette IFOR, en 1996, va laisser la place à la SFOR, Stabilization Force. Et puis, en 1999, suite aux problèmes nouveau, nouveau, nouvelle, nouvelle, nouveau soulèvement au Kosovo. En 1999, l'OTAN va bombarder la Serbie et va rentrer dans le Kosovo depuis la Macédoine et s'installer dans le Kosovo avec la KFOR, Kosovo Force. La KFOR est toujours en place aujourd'hui. Alors, il y a eu une phase UE aussi dans les années 2000. Il y a eu il y a eu une force Altea Bosnie en 2004. Et puis il y a une phase Eulex Kosovo 2008. Alors cette phase Eulex Kosovo, c'est pas vraiment militaire, c'est plutôt civil, civilo-militaire, c'est plutôt civil, police et état de droit, choses comme ça. Alors quelques petites photos souvenirs que j'ai prises sur place quand j'étais là-bas. Donc vous avez Ilica, Sarajevo, la photo en haut à gauche. J'avais trouvé le contraste entre la maison détruite et le panneau d'affichage vraiment très révélateur très révélateur, je dirais, de l'Europe des années 90, quoi. Donc Ilica, c'est dans la banlieue de Sarajevo, c'est à proximité de l'aéroport. Et peu après cette maison, il y avait un camp de réfugiés où j'étais intervenu pour donner de l'aide humanitaire à des réfugiés. C'était un moment assez pénible. En bas, vous voyez, en bas à gauche, vous voyez Mostar, le camp de Mostar qui était un camp ONU et qui est devenu ensuite un camp OTAN, où j'ai eu aussi le plaisir de résider un certain temps. Là, vous voyez les containers, c'est des containers type Algeco, Corimec, et nous avions nos bureaux dans ce genre dans ce genre d'aménagement et nous vivions aussi dans ces choses-là qui servaient pour dormir. Alors, en haut à droite, le pont de Mostar, quand il était détruit, il a été détruit en 1993 par un tir au but d'un char croate, puisque à Mostar, vous aviez une partie, la moitié de la ville qui était côté croate catholique et l'autre moitié de la ville qui était de l'autre côté de la rivière Neretva, l'autre côté qui était bosniaque musulman. Il y avait un beau pont construit au Moyen Âge par les Turcs, vraiment quelque chose de magnifique, et qui a été détruit par un char croate. Et là, il y a eu une passerelle, et le bonhomme que vous voyez sur la passerelle, c'est moi. Et en bas à droite, la chambre des officiers, pour reprendre le titre d'un film. La chambre des officiers, c'est pour vous montrer un peu dans quelles conditions on vivait à Kumanovo en 1999, au moment de l'affaire Kosovo. Donc Kumanovo, c'est en Bosnie, en Macédoine, juste à la frontière sud du Kosovo, à 5 km de la frontière, à peu près à 30 km au nord de Skopje, la capitale de la Macédoine. Alors aujourd'hui, quelles sont les perspectives pour cette Bosnie, cette Croatie et autres? Eh bien, en fait, il y a une certaine glaciation de l'UE et de l'OTAN, puisque l'UE et l'OTAN ont arrêté le conflit, hein. En fait, on peut mettre ça au crédit de l'OTAN en 1995, c'est d'avoir arrêté le conflit. Mais les problèmes de fond, ils sont restés. Alors, la Croatie, c'est un pays à part entière, c'est un pays en paix. Euh, qui a adhéré à l'OTAN en 2009 et qui a adhéré à l'Union européenne en 2013.
La Slovénie, elle, a été très euh, la première dans l'affaire, puisqu'elle a adhéré à l'OTAN et à l'UE en même temps en 2004. La Serbie est en négociation pour l'UE depuis déjà un certain temps et balance beaucoup entre le monde slave et le monde occidental. C'est pas évident pour eux. Et pour l'OTAN, on fait partie de ce qui s'appelle le Partnership for Peace. Le Partnership for Peace, c'est la première étape avant d'intégrer l'OTAN. La Croatie était dans le Partnership for Peace dès 1996. Le Monténégro fait partie de l'OTAN depuis 2017. Il est en négociation pour l'UE actuellement. La Macédoine du Nord, donc qui s'appelle Macédoine du Nord pour ne pas heurter les Grecs, parce que la Macédoine du Sud, c'est la Grèce. Donc elle est rentrée dans l'OTAN en 2020 et c'est un candidat officiel de l'UE. Alors sur le plan de ces pays tels qu'ils sont, euh, moi je suis allé dans la plupart de ces régions, sauf la Serbie. La Slovénie, c'est vraiment c'est très très proche de l'Europe telle qu'on la connaît, hein. C'est une région qui est riche, qui était industrielle, la Croatie aussi. En revanche, le Monténégro, c'est beaucoup plus arriéré et la Macédoine du Nord, alors là, c'est vraiment c'est très arriéré par rapport à la Slovénie, Croatie ou par rapport à des pays européens comme l'Italie. Euh, la Croatie ou même la Bosnie, euh, sur le plan géographique, ça ressemble beaucoup à l'Europe occidentale. Quand on est, moi je me souviens quand j'étais à Mostar, bah, Mostar et la côte adriatique, ça ressemble au Var en France. Et quand on remonte la route vers Sarajevo, il y a un endroit qui est vraiment la frontière entre guillemets, c'est pas une frontière, mais entre deux mondes. On rentre dans un tunnel qui s'appelle le tunnel Ivan, qui fait à peu près 2 ou 3 kilomètres de long. Quand on rentre dans ce tunnel venant de Mostar, on a l'impression d'être dans les gorges du Verdon. Et quand on sort du tunnel de l'autre côté, juste avant Sarajevo, on a l'impression de se retrouver dans le Jura. Et c'est assez bizarre parce que moi j'y étais en hiver et quand on rentrait dans le tunnel, on était dans le Var, quoi, hein, avec une végétation méditerranéenne et puis avec des falaises de calcaire. Et quand on ressortait de l'autre côté, c'était des forêts de sapins avec de la neige. C'était vraiment très particulier comme ambiance. Alors, le cas particulier de la Serbie, donc, est-ce qu'elle va aller vers l'Union européenne ou se rapprocher de la Russie? Alors, le problème de la Serbie, c'est qu'elle a besoin de la Russie pour ses sources d'énergie, comme derrière une bonne partie de l'Europe de l'Est. Elle est, euh, elle est courtisée de façon plus ou moins... elle est courtisée par l'Europe occidentale et l'Union européenne. Donc là, actuellement, elle est vraiment en balance. La Fédération de Bosnie-Herzégovine est en réalité un protectorat dirigé par un Allemand, qui est le haut représentant. Et en 2025, le président de la Republika Srpska, Milorad Dodik, a été destitué. Donc là, il y a de gros problèmes actuellement qui se passent en Fédération de Bosnie. Alors, dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, vous avez une partie croate et une partie serbe, la République serbe de Bosnie. Et les Serbes de Bosnie ont toujours été très rétifs à l'influence occidentale. Et ça n'a pas changé. Donc là, la situation, elle est vraiment divisée et elle est fragile et il y a peut-être un nouvel embrasement possible. Alors, vous voyez en haut à gauche le nouveau drapeau de la Bosnie-Herzégovine, qui est assez récent. Avant, il y avait un autre drapeau avec une fleur de lys qui était bon, un peu différent. Et le drapeau de la Serbie et de la Republika Srpska, c'est le même, avec l'aigle à deux têtes, qui rappelle un peu l'aigle russe, hein. Et ce blason avec les quatre sigles dessus, cette croix avec les quatre sigles, c'était un graffiti que l'on voyait souvent sur les murs dans certains territoires de Bosnie pendant la guerre. Et là, vous voyez à gauche le pont de Mostar aujourd'hui. Donc là, sur la photo de tout à l'heure, c'était la petite passerelle
de fortune qui était en travers. Et là, le pont a été reconstruit, devinez par qui? Bah, par les Turcs, avec la rivière Neretva en dessous. Vous pouvez trouver plein de photos, plein de choses sur ce pont de Mostar sur Internet, même des jeunes qui s'amusent à plonger du haut du pont dans la Neretva. Alors avec cette couleur verte, c'est pas la photo, hein. Dans la réalité, la rivière est très très verte comme ça à cause des d'oxydes de cuivre qui sont à l'intérieur. Donc, pour conclure sur cette présentation, j'insisterai sur l'importance de l'histoire longue et de la mise en perspective. Il faut sortir du perpétuel présent qui est servi par les médias et voir un peu les fondements des choses, les cartes, la carte et le territoire, c'est quelque chose d'important. Donc les deux guerres mondiales et les conséquences qu'ils ont eues, la création de cet État yougoslave, qui était un État unitaire, mais qui prenait en fait des morceaux qui avaient des histoires différentes et des vécus différents. Euh, la chute du mur de Berlin qui a provoqué par suite d'autres bouleversements, même si la Yougoslavie était sortie du monde soviétique, malgré tout, la chute du mur de Berlin a réveillé un certain nombre de choses et à réveiller les invariants locaux, les invariants religieux et culturels locaux. Donc, on constate par ce que j'ai essayé de vous montrer, la complexité et la diversité des territoires de l'Europe, ce qui fait justement la richesse et l'originalité de l'Europe, c'est sa diversité. Et en regard de l'uniformisation qui est voulue par l'Union européenne, où c'est un système qui souhaite avoir le même droit partout, avec aucune tête qui dépasse et chacun qui fait exactement la même chose, qui a le même droit, la même monnaie, enfin, etc. On a pu constater, notamment au cours du 19e et 20e siècle, l'action délétère des anglo-saxons, les Anglais d'abord, et puis les Américains qui ont pris la suite des Anglais. L'action des Allemands, bien entendu, des Allemands vus au sens large, c'est-à-dire les Allemands et les Austro-Hongrois. Et les Français, dans cette affaire-là, les Français ont une position qui ont évolué, puisque au départ, les Français étaient, euh, compte tenu de leur antagonisme vis-à-vis des Anglo-Saxons et des Allemands, se sont rapprochés des Serbes et des Russes. Et puis, dans l'actualité plus récente des 30 dernières années, les Français euh, sont, ont oscillé entre une certaine passivité et l'alignement sur les intérêts germaniques et anglo-saxons. Alors, est-ce que l'on peut trouver dans cette histoire de la Yougoslavie des points communs avec le conflit actuel en Ukraine? Très certainement, puisque dans la question de l'Ukraine, on retrouve aussi l'Empire austro-hongrois, les suites du démantèlement de l'Empire austro-hongrois, la Deuxième Guerre mondiale avec des milices locales qui étaient alliées au Reich, comme en Croatie. Donc beaucoup de choses communes, ce qui pourrait faire l'objet ça ferait l'objet d'un autre exposé, c'est quand même très très complexe. Donc voilà ce que je pourrais dire sur cette question de Yougoslavie. Je vous remercie de votre attention et j'attends vos questions. Merci donc Olivier pour cette présentation assez complète sur l'histoire de la Yougoslavie, qu'on ignore un peu. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que si j'ai bien compris, tu as quitté l'armée suite à ton service en Yougoslavie, a priori en désaccord. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as vécu, comment tu as vécu ces interventions que tu as faites en Yougoslavie? Oui, alors en effet, ma dernière mission en Yougoslavie, au moment du Kosovo, a été une des raisons essentielles de mon départ de l'institution militaire, parce que tout simplement, je n'y croyais plus. Donc quand on n'y croit plus, il faut s'en aller. Pourtant, j'avais tout ce qu'il fallait pour rester, hein. J'avais tous les sacrements, donc j'avais encore une perspective de carrière intéressante devant moi. Simplement, en mars 1999, au moment du bombardement de l'OTAN, ce que j'ai constaté, j'étais à Kumanovo, donc à la frontière du Kosovo,
Nous étions un petit état-major multinational qui était dirigé par un général français. Je faisais partie de l'entourage immédiat de ce général, j'étais un de ses conseillers. Et nous avions dans notre état-major des officiers et des sous-officiers de presque toutes les nationalités de l'OTAN, sauf les Américains. Les Américains, ils étaient tous en Italie, à Naples, mais il n'y en avait pas sur le terrain avec nous à ce moment-là. Ils sont arrivés après, les Américains. Et puis, le jour, le jour des bombardements, c'était un jeudi soir, je me souviens. Et la veille, le mercredi, le midi, je vais voir le chef d'état-major, qui était un colonel italien. Et puis quand j'arrive dans son bureau, bah, il n'était pas là, le colonel. Alors, il y avait un autre colonel qui était un Français, qui était le sous-chef d'état-major. Et puis je lui dis, ben, il est où le chef? Et il me dit, je ne sais pas, il est parti. Et je ne sais pas où sont les Italiens, on n'en voit plus. Et en fait, tous les Italiens étaient partis. Mais il n'y avait pas que les Italiens. Il y avait les Anglais aussi. Les Anglais, ils étaient partis. Moi, je rentre dans mon équipe. Dans mon équipe, j'avais un adjoint allemand. Et puis, j'avais deux capitaines, un capitaine anglais, un capitaine hollandais. Le hollandais était là, à son poste, mais l'anglais n'était pas là. Et je dis, il est où, John? Ah bon, on ne sait pas, il n'est pas là. Bon, il n'y avait plus d'anglais non plus. Les Anglais s'étaient barrés aussi. Et alors, ce qui était amusant, c'est que notre PC était protégé par deux blindés anglais. Et ben, les deux blindés anglais, ils n'étaient plus là non plus. Alors, je vois mes Allemands étaient là, et puis les Allemands, mon adjoint allemand, il me dit, bon, je suis désolé, mais on a ordre d'aller dans la cave et de rester jusqu'à demain matin dans la cave, et demain matin, on s'en va. On a reçu l'ordre de notre gouvernement de nous retirer à 40 kilomètres en arrière de la position parce que c'est dangereux de rester ici avec les bombardements de demain. Parce qu'en face de nous, à 5 kilomètres sur la frontière du Kosovo, donc côté serbe, il y avait une batterie de canons de 122, on portait une quinzaine de kilomètres, nous on était à 5. Et puis ils avaient été renforcés par une batterie de 152 qui allait jusqu'à 30 kilomètres et une batterie de lance-roquettes multiples qui allait jusqu'à 30 kilomètres aussi. Donc le risque, c'était au moment du bombardement, le risque qui avait été évalué, c'était qu'il y ait un tir d'artillerie sur notre position, voire un raid blindé, c'est-à-dire bah, une équipe qui vienne avec des blindés pour nous faire prisonniers comme otages. Donc bah, tous les contingents étrangers sont partis pour se préserver au cas où. Donc ne sont restés sur place que les Français et les Hollandais, ils sont restés un jour de plus. C'est-à-dire que les Hollandais, ils sont restés un jour de plus. Et alors le soir du la veille du bombardement, on a bu un pot avec les Allemands dans la cave, dans une ambiance absolument sinistre. Le lendemain, les Allemands sont partis, mais eux ont dit au revoir, contrairement aux Anglais, aux Italiens et aux Turcs et autres. Mon adjoint allemand, quand il m'a serré la main, dans son regard, j'ai vu qu'il serrait la main d'un homme qui allait mourir bientôt. Enfin, c'était vraiment très particulier comme ambiance. Et puis, bah, le soir, les avions nous sont passés au-dessus, ils sont allés bombarder de l'autre côté. Et puis, bah, nous, il ne s'est rien passé, les Serbes ne nous ont pas tiré dessus. Et dans mon équipe, j'avais deux civils. J'avais deux interprètes que j'avais recrutés localement, qui étaient des personnes d'un bon niveau et qui parlaient l'anglais et qui nous traduisaient. Et ces deux personnes euh, étaient des gens du 40-50 ans, quoi, hein, qui étaient des orthodoxes, euh, donc très proches des Serbes. Me disaient, mais on ne comprend pas, qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous êtes avec ça, vous les Français, pourquoi vous nous bombardez, on a toujours été vos amis, pendant la guerre, on était vos alliés, euh, et là, et là, vous nous bombardez sans raison, quoi, hein. Donc j'ai trouvé ça assez pénible. Et ce qu'on voyait aussi, on avait une réception satellite qui nous permettait de suivre les informations de la télé française. Et les informations de la télé n'avaient strictement rien à voir avec la situation sur le terrain telle qu'on la connaissait. Donc c'était propagande de guerre à 100%, quoi. Donc là, j'ai eu vraiment l'impression d'être le soldat d'une mauvaise cause, à la limite complice de crimes de guerre. Ça m'a fortement dérangé et ça a heurté mes convictions profondes.
Donc là, bah, je me suis dit, bah, quand on n'y croit plus, il faut s'en aller. Donc à la fin de la mission, je suis retourné à mon affectation et j'ai commencé à préparer ma reconversion. Et 18 mois plus tard, je suis parti. Voilà ce que je peux dire sur ce témoignage personnel. Merci, merci Olivier. Ça en dit long sur aussi euh, peut-être euh, pourquoi vous n'avez pas été prévenu. Pourquoi les Français et le Hollandais, je crois, si j'ai bien compris, euh, euh, n'ont pas été, n'ont pas été, est-il été appelé à partir, à quitter aussi? Alors, le Hollandais, ils sont partis le lendemain, les Hollandais. En fait, les Hollandais, ils avaient des choses à se faire pardonner parce que pendant la phase ONU, il y a eu le massacre de Srebrenica. Ouais. Les Hollandais avaient vraiment pas brillé par leur courage, leur détermination, et ils avaient laissé s'effectuer un massacre sous leurs yeux. Donc je pense que c'était pour ça, et les Hollandais ont eu l'ordre aussi de leur gouvernement de se retirer, mais ils se sont retirés le lendemain. C'est-à-dire qu'eux, ils sont partis le lendemain des bombardements. Par contre, nous, les Français, bah, comme on n'était pas encore revenus dans le commandement intégré de l'OTAN, hein, c'était bien avant Sarkozy, cette affaire-là. Donc, c'était la première fois qu'on avait une unité OTAN qui était commandée par un général français sur le terrain. Donc, le gouvernement français considérait que c'était un test d'examen de passage pour la rentrée dans l'OTAN. Ce qui veut dire qu'en fait, la décision, enfin, moi, tel que je le comprends, moi, hein, j'ai pas d'informations particulières, mais la décision du président Sarkozy de nous remettre dans le commandement intégré de l'OTAN que le général de Gaulle avait quitté en 1965, je pense qu'il y avait une préparation de longue main de cette affaire-là, puisque ce- cette opération était un test. euh, et quand notre état-major a basculé CAFOR un peu plus tard, au mois de mai-juin, là, à ce moment-là, c'était plus un général français qui commandait, et les Américains ont repris en main la question. Et là, je pense que la volonté du gouvernement français, c'était de nous laisser en place parce qu'il fallait montrer que nous, les Français, on était des bons petits soldats de l'OTAN, quoi, hein. Je pense que c'était ça l'histoire. Hmm. Donc, si on était consommé, ben, on était consommé, hein. Ça veut dire quoi, consommer? Ben, ça veut dire bombarder. D'accord, ok. Je le supposais, mais j'étais pas sûre. Ouais, ouais. Euh, alors moi, j'avais une autre Alors, question. la question, c'est justement, la grande question, c'est pourquoi meurt-on, quoi, hein. Donc, Hmm. moi, j'avais signé pour défendre la France, hein. Je n'ai pas signé pour défendre les intérêts de l'OTAN, des États-Unis ou des choses comme ça, quoi, hein. Donc, moi, j'étais un soldat français, j'étais pas un mercenaire. Alors là, j'avais l'impression d'être un mercenaire d'une cause qui n'était pas celle de mon pays, quoi. Hmm. Même si le gouvernement de mon pays, démocratiquement élu, entre guillemets, etc., avait décidé que, bah non. Donc, même si on est soldat, on a le droit d'avoir une conscience. Je suis bien d'accord, mais je ne suis qu'une civile. Euh, Moi, je voulais revenir sur l'histoire de l'Union européenne parce que le petit tableau là que tu as présenté à la fin avec les différents pays de l'ex-Yougoslavie qui ont rejoint au fil du temps qui l'OTAN, qui l'Union européenne, etc. Quels sont leurs intérêts réels à vouloir intégrer l'Union européenne et quels sont les intérêts pour l'Union européenne à finalement faire entrer ces petits pays dont on se demande comment ils pourraient répondre aux exigences de l'Union européenne pour pouvoir devenir membre de l'Union européenne. Alors, je vais faire une réponse qui n'est pas politiquement correcte, mais qui, je pense, compte tenu de l'auditoire, ne vous choquera pas. Pour moi, l'Union européenne est une forme d'empire. C'est un empire expansionniste, impérialiste, comme tous les empires, puisque sa vocation, c'est de s'étendre. L'Union européenne n'a pas de frontières.
Et dans les traités, il n'y a pas de frontières. On parle de principes qui sont des principes philosophiques très généraux et je dirais à géométrie variable dans la pratique. Mais finalement, à la limite, on pourrait mettre l'Australie dans l'Union européenne, hein, pourquoi pas, hein. Donc l'idée, c'est de s'étendre et toujours s'étendre plus. Et je dirais que c'est d'instaurer un système néolibéral le plus large possible, éventuellement, pourquoi pas au niveau du monde, hein, l'Union européenne étant un peu un genre de laboratoire du mondialisme. Hmm. Enfin, c'est comme ça que je vois la chose. Je pense que tu devrais avoir une vision assez comparable. Je pense que à l'université d'automne du Pardem, ça ne va, Je pense pas que ça va ça, choquer les gens, hein. ça ne va pas choquer et au contraire, ça va être largement apprécié parce que ça fait depuis longtemps qu'on dénonce les méfaits impériaux de l'Union européenne et la destruction des États-nations. Donc, et on le voit bien aussi aujourd'hui, d'une certaine manière, avec la guerre en Ukraine et euh, la, la question taboue de l'histoire de l'Ukraine et finalement de ce régime qui n'a rien de démocratique. Et pourtant, l'Ukraine est en procédure accélérée d'adhésion à l'Union européenne. Un point important que j'avais oublié de dire pendant l'exposé, c'est la question de la langue en Yougoslavie. La langue, c'est le serbo-croate, qui est une langue slave. Ça ressemble à du russe avec l'accent du midi, c'est assez amusant. Bon, je parle pas russe, juste quelques mots, mais suffisamment pour me commander à manger, me commander une bière, mais pas assez pour avoir une conversation. Et, quand on est en Croatie, quand on est en Bosnie, mais pas en Bosnie serbe, hein, mais dans le reste de la Bosnie, c'est la langue s'écrit en caractère latin, c'est-à-dire avec nos caractères à nous. Et Par contre, quand on est en Serbie, en Macédoine, au Monténégro et en Bosnie serbe, c'est écrit en cyrillique. Donc, par exemple, à Skopje, les restaurants, ça s'écrivait Pektopa. Si on lit, si on lit Pectopa avec un H à la fin, puisque le H c'est un N, le H en cyrillique c'est un N en caractère latin, le P en cyrillique c'est un R en caractère latin, etc. Et le C c'est un S. Donc c'est amusant de voir justement cette question jusque dans la langue et dans l'écriture, on voyait la différence entre les endroits. Et du temps de l'ex-Yougoslavie, c'était écrit dans les deux caractères, en latin et en cyrillique. ce que dit Olivier me fait penser à la question ukrainienne, avec une partie de l'Ukraine dont la population euh, avait pour langue régulière, commune, tous les jours, le russe et l'enseignement russe. Et puis, euh, et puis un beau matin, il y a l'interdiction de parler russe pour cette partie de l'Ukraine. Voilà, la langue, effectivement, construit en partie une identité euh, commune et on le voit dans différentes circonstances. Et d'ailleurs, l'utilisation de l'anglais globish comme langue commune de l'Union européenne, alors que les Anglais ont quitté, la Grande-Bretagne a quitté l'Union européenne, eh bien l'anglais reste quand même la langue de l'Union européenne, c'est-à-dire la langue des affaires aujourd'hui. Donc souvent la question de la langue est sous-estimée y compris dans les conflits. Eh bien, merci beaucoup, Olivier. Et puis, à bientôt dans d'autres lieux ensemble. Voilà. Avec plaisir, merci Michel, au revoir. Au revoir.